Un millionnaire, un garçon mendiant et une cuillère d'humanité. Antoine Ménard, assis dans le couloir glacé de la clinique privée, regardait avec une angoisse croissante les allées et venues des médecins autour de la chambre stérile de sa fille. Sophie, sa précieuse enfant de 2 ans, souffrait d'une maladie neurologique rare. Depuis plusieurs jours, elle refusait obstinément de s'alimenter. Même les plats les plus tendres, les plus travaillés, glissaient devant elle sans qu'elle ne tourne la tête. Et chaque gramme qu'elle perdait semblait ronger Antoine de l'intérieur, comme si l'échec de chaque cuillerée touchait directement son cœur de père. C'est alors que son esprit vagabonda, ramené malgré lui à une scène passée. Un souvenir vif et inconfortable, gravé dans sa mémoire comme une tache de honte. C'était par un après-midi tiède au parc de la Villette, dans le nord de Paris. Il avait discrètement suivi la nourrice, Lucie, qui emmenait Sophie se promener. Son cœur de père inquiet voulait s'assurer que tout se passait bien. Caché derrière un arbre, il observait. Sophie, immobile dans son fauteuil roulant, semblait regarder les pigeons sans émotion. Puis soudain, un petit garçon s'approcha. Il était mince, sa peau brune marquée par le soleil, vêtu d'un short en jean trop grand et sale. Dans ses mains, un simple morceau de pain. La nourrice, absorbée par son téléphone, ne le vit pas venir. Avant qu'Antoine n'ait le temps de réagir, le garçon s'accroupit doucement devant Sophie et lui tendit son bout de pain. Sophie tendit la main. Le pain effleurait à peine ses doigts que la voix d'Antoine explosa dans le parc. « Qui crois-tu être pour toucher à ma fille ?» Il surgit comme une tempête, repoussa violemment le garçon qui tomba sur les fesses, les yeux écarquillés de peur. Le pain s'échappa de ses mains. Sophie sursauta, surprise, confuse. Lucie, alertée, tenta une explication maladroite, mais Antoine, furieux, la renvoya sur le champ, sans un mot de plus. Puis son regard se posa sur une vieille femme qui accourait vers eux. Le visage tanné par la vie, elle haletait. « Je suis désolé, monsieur. Il ne voulait pas mal faire ? C'est mon petit-fils, Pierre. Il voulait seulement partager un peu du pain que nous avons eu ce matin. » Mais Antoine, pris dans sa colère et son orgueil, l'ignora presque. Il prit sa fille dans ses bras et ordonna à son chauffeur de les ramener immédiatement. À travers la vitre teintée de la voiture, il vit la vieille dame prendre la main du garçon, la serrer doucement. Ils restèrent là, immobiles, suivant des yeux le véhicule qui s'éloignait. Ce qui troubla Antoine, c'est qu'il vit alors sa fille tourner la tête vers l'arrière. Pour la première fois depuis des semaines, elle semblait chercher quelque chose. Quelqu'un. Le petit garçon au pain. Et c'est ce regard-là qu'il ne parvenait plus à chasser de son esprit. Les jours suivants furent un cauchemar. Malgré les spécialistes venus de Genève, Berlin ou Londres, Sophie refusait toujours de manger. Son petit corps, si fragile, devenait une enveloppe silencieuse. Et Antoine, malgré tout l'argent qu'il déversait comme un barrage en furie, se retrouvait impuissant. Un après-midi, le docteur Cécile Roussel, la neurologue de Sophie, l'appela à part. « Monsieur Ménard. Si cette situation persiste, nous devrons envisager une alimentation par sonde. Faites ce qu'il faut. L'argent n'est pas un problème. » Mais la médecin hésita, son regard empreint de douceur. « Ce n'est peut-être pas qu'un problème médical. Votre fille semble triste. Les enfants, même ceux atteints de troubles neurologiques profonds, ressentent les émotions. Elle ne réagit plus. Sauf ce jour-là, au parc, quand ce petit garçon lui a tendu un morceau de pain. Antoine se raidit. « Vous insinuez que je ne donne pas assez d'affection à ma fille ? Je dis juste que peut-être, elle a besoin d'autre chose. D'un lien. D'une étincelle. » Le silence s'installa dans le vaste bureau d'Antoine, niché dans sa villa de Montbrun. Il avait tout, fortune, pouvoir, notoriété. Mais depuis que Claire, sa femme, l'avait quitté peu après la naissance de Sophie, une part de lui s'était figée. Une part incapable d'aimer autrement que par le contrôle. Ce soir-là, alors qu'il tentait vainement de faire avaler une cuillère de purée à Sophie, il la regarda dans les yeux. Ce n'était plus de l'indifférence qu'il y vit. C'était du manque. Du souvenir. Peut-être même, de la nostalgie. Il posa la cuillère. Son cœur se serra. Et la décision s'imposa à lui comme une évidence, il devait retrouver ce garçon. Le lendemain matin, il appela son chauffeur de confiance, Nicolas. « Je veux que tu retrouves ce garçon du parc. Le petit mendiant. Ramène-le-moi. Vous êtes sûr ?
Non. Mais je ne peux plus me permettre d'avoir raison. Nicolas passa 2 jours au parc de la Villette, interrogeant les promeneurs, les commerçants ambulants, les clochards. Et le 3e jour, à l'ombre d'un arbre, il les vit, Pierre et sa grand-mère, partageant un paquet de biscuits, assis sur un banc. Il s'approcha doucement. « Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Je travaille pour Monsieur Ménard. » La vieille dame se leva immédiatement, tenant le bras du garçon comme un bouclier. « Que voulez-vous encore? Vous n'avez pas causé assez de mal? » Nicolas s'agenouilla pour être à hauteur de l'enfant. « Bonjour Pierre. Tu te souviens de la petite fille en fauteuil roulant? Sophie? » Les yeux du garçon s'illuminèrent. « La fille qui ne parle pas. Elle a aimé mon pain. Elle ne mange plus, Pierre. Depuis ce jour-là. Les médecins sont très inquiets. » La grand-mère resta figée. « Et que voulez-vous qu'on fasse? Monsieur Ménard pense que, peut-être, si c'était toi qui lui donnais à manger, elle accepterait. » Elle éclata d'un rire amer. « Il nous a traités comme des moins que rien. Et maintenant, il veut notre aide? » Nicolas baissa la tête. « Madame Élodie, je comprends votre colère. Mais c'est une enfant malade. Et peut-être que ce petit geste peut la sauver. » Élodie regarda son petit-fils, puis soupira. « Si Pierre est d'accord, on viendra. » Le lendemain, Pierre entra timidement dans le vaste salon de la maison Ménard. Sophie était là, dans son fauteuil, immobile. Quand elle vit le garçon, ses yeux s'animèrent d'une lueur subtile. Pas un sourire. Mais une reconnexion. Une lumière. Pierre s'approcha, tenant un morceau de pain dans ses mains. Il s'agenouilla devant elle. « C'est pour toi. » Sophie tendit les doigts. Antoine, pétrifié, observa la scène. Sa fille prit le morceau de pain, et en croqua un petit bout. Une larme roula sur la joue d'Antoine. Ce jour-là, pour la première fois en près d'un mois, Sophie mangea. Les jours suivants, Pierre fut invité chaque après-midi. Pas comme un mendiant. Comme un invité. Il apportait des biscuits, des morceaux de fruits. Et à chaque fois, Sophie acceptait. Parfois même, elle le touchait, lui tenait la main. Elle riait. Elle vivait. Antoine, dans le silence de ses soirées, regardait cette renaissance avec humilité. Un garçon sans toit, sans chaussures, venait d'atteindre sa fille là où tous les médecins avaient échoué. Alors, un matin, il appela Nicolas. « Prépare la chambre d'amis. Et appelle un avocat. Je veux que ce garçon et sa grand-mère aient un toit. » « Pour combien de temps, monsieur? » « Aussi longtemps qu'il le souhaite. Peut-être, pour toujours. » Et pour la première fois depuis bien longtemps, Antoine Ménard, bâtisseur de fortune, avait enfin compris que certaines choses ne s'achètent pas, mais qu'elles se méritent. Comme un simple morceau de pain tendu par une main innocente. Et ce geste, ce petit geste pur, avait changé sa vie. Madame Élodie posa un regard attendri sur son petit-fils, dont les sourcils froncés trahissaient l'inquiétude face à la conversation des adultes. « La petite est malade, grand-mère » demanda doucement Pierre, le regard levé vers elle. « Je peux lui donner mon pain encore une fois ?» Le cœur de Madame Élodie se serra. Malgré tout ce qu'elle ressentait à l'égard de cet homme riche et suffisant, malgré les humiliations passées, elle ne pouvait fermer son cœur à une enfant souffrante. Et elle ne pouvait résister à la compassion sincère de son petit-fils. « D'accord » finit-elle par céder dans un soupir. « Mais à une condition, tu nous emmènes et tu nous ramènes. Et si ton patron traite encore mal mon petit-fils, nous ne remettrons plus jamais les pieds chez vous. » Nicolas acquiesça avec un soulagement visible. « Entendu. Vous pouvez venir avec moi maintenant. La voiture est juste là. » Il désigna la limousine garée à l'ombre d'un arbre près du parc. Pierre n'avait jamais vu un véhicule aussi grand, encore moins monté dedans. Il dévorait des yeux chaque bouton, chaque couture de cuir, chaque détail luisant avec un émerveillement enfantin. « Regarde grand-mère. Tous ces boutons !» s'exclama-t-il en désignant le panneau de commande. Madame Élodie esquissa un sourire, amusée par l'excitation de son petit-fils. Mais à mesure que le véhicule approchait de la grande propriété, son expression se referma. Lorsqu'ils franchirent le portail du domaine Ménard, un sérieux pesant retomba sur elle comme un manteau de plomb. Dans le grand salon, Antoine les attendait. L'homme avait changé, ses traits étaient tirés, ses cernes creusaient profondément son regard, et ses vêtements, pourtant coûteux,
était négligée. « Merci d'être venu, dit-il sans parvenir à croiser le regard d'Élodie ou de Pierre. Sophie est dans sa chambre. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ils traversèrent en silence les couloirs richement décorés jusqu'à une chambre d'enfant qui ressemblait davantage à une salle d'hôpital miniature. Des machines émettaient des bips réguliers autour d'un petit lit. Sophie y reposait, pâle et inerte, ses yeux vides fixant un point invisible. Une infirmière, visiblement à bout, tentait de lui faire avaler quelques cuillerées de soupe. « Elle n'a rien mangé depuis hier », murmura l'infirmière d'un ton inquiet. Pierre s'approcha lentement, les mains jointes dans le dos, la voix douce. « Salut, petite. Tu es malade ?» À la stupéfaction générale, Sophie tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux ternes semblèrent s'éclairer d'une lueur imperceptible. Antoine échangea un regard surpris avec l'infirmière, qui lui tendit le bol. « Tu crois que tu peux lui faire manger un peu ?» demanda-t-il, plein d'un espoir timide. Pierre hocha la tête avec assurance. Il prit la cuillère comme s'il s'agissait d'un objet précieux, la remplit et la porta doucement aux lèvres de Sophie. « Regarde, c'est de la bonne soupe. On va manger ensemble. Une pour toi, une pour moi. » Il fit semblant d'avaler à son tour et sourit largement. Et là, devant les regards figés, Sophie entr'ouvrit les lèvres et avala une cuillerée. Puis une autre. Puis encore une. Pierre, concentré et patient, l'encourageait doucement à chaque bouchée. « C'est bon, hein ?» Cuillerée après cuillerée, le petit garçon parvint à lui faire terminer presque tout le bol. Antoine observait la scène, bouleversé, incapable de croire ce qu'il voyait. À chaque bouchée acceptée, son visage se transformait, de la stupeur à la tendresse, de la peur à l'espoir. Quand Sophie refusa poliment une dernière bouchée, Pierre posa le bol et lui prit la main. « Tu as tout mangé. Tu vas devenir forte maintenant, » dit-il avec un sourire rassurant. Et pour la première fois depuis des semaines, le coin des lèvres de Sophie se releva. Un vrai sourire, fragile mais sincère. L'infirmière, une dame prénommée Béatrice, ne put retenir ses larmes. C'est incroyable. Elle n'a pas souri depuis des semaines. Antoine, les yeux humides, restait sans voix. Comment ce petit garçon, qu'il avait méprisé dans ce parc, parvenait-il à tisser un lien que lui, le père, n'avait jamais réussi à construire? « Merci, dit-il enfin, s'adressant à Pierre. Tu as fait bien plus pour ma fille que je ne saurais jamais exprimer. Madame Élodie, en retrait, observait tout cela d'un œil doux. Malgré elle, son cœur s'attendrissait. Elle avait juste besoin d'un ami, murmura-t-elle. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Quelqu'un qui nous voit vraiment. Les mots résonnèrent en Antoine comme un coup de poing silencieux. Il avait dépensé des fortunes, consulté les plus grands spécialistes, sans jamais comprendre que sa fille n'avait pas seulement besoin de traitement. Elle avait besoin d'amour. D'une présence. D'un regard sincère. « Vous pourriez revenir demain ?» demanda-t-il avec hésitation. « Je crois que Sophie aimerait ça. » Avant même qu'Élodie n'ouvre la bouche, Pierre bondit d'enthousiasme. « Je veux jouer avec Sophie. »« Grand-mère, on peut revenir demain ?» dit. Elle posa une main affectueuse sur l'épaule du garçon, puis regarda Sophie. Et ce qu'elle vit la convainquit. « Oui. Mais seulement si monsieur Antoine envoie Nicolas nous chercher. Nous n'avons pas les moyens de payer un taxi, et le bus est trop long. »« Bien sûr. Nicolas viendra vous chercher tous les jours si vous le souhaitez. » Il hésita. « En fait, peut-être pourrions-nous envisager quelque chose de plus permanent ?» Madame Élodie le fixa d'un œil méfiant. « Quel genre de chose ? » Sophie va mieux en présence de votre petit-fils. Peut-être pourriez-vous venir chaque jour, de façon officielle. Je paierai, naturellement. Elle réfléchit longuement, les yeux plissés. On verra, répondit-elle enfin. Un jour à la fois. Lorsque Nicolas les ramena au parc, Antoine resta seul dans la chambre. Il s'approcha de Sophie qui dormait enfin paisiblement. Il écarta une mèche de ses cheveux blonds et murmura. Qui l'aurait cru? Ma princesse. Ce petit garçon a fait ce qu'aucun médecin n'a réussi à accomplir. Les jours suivants prirent un rythme presque magique. Chaque matin, Nicolas venait les chercher. Pierre passait ses journées avec Sophie, il jouait, racontait des histoires qu'il inventait, la faisait rire. Et Sophie, renaissait. Elle mangeait, bougeait davantage, riait parfois aux éclats. Antoine, ému,
se surprit à poser des questions à Madame Élodie. Sur elle. Sur leur vie. Mon fils, le père de Pierre, nous a abandonnés quand il a su que ma belle-fille était enceinte, expliqua-t-elle un jour dans la cuisine. Sa mère a tenu 2 ans. Puis elle est partie. Elle a dit qu'elle n'était pas faite pour être mère. Depuis, il n'y a plus que nous deux. Et comment vous en sortez-vous? Demanda Antoine avec sincérité. Je ramasse ce que je peux, des matériaux recyclables. Et parfois, de bonnes âmes nous offrent un repas. On vit dans une pièce minuscule, dans une occupation à l'est. Antoine baissa les yeux. Lui, qui avait tant, n'avait jamais rien donné. Pas vraiment. Madame Élodie, dit-il après un moment, pourquoi ne resteriez-vous pas ici? Il y a plein de chambres vides. Et Sophie, elle a besoin de Pierre. Elle le fixa, dur. Pourquoi cette soudaine générosité? Vous qui nous avez traités comme des ordures au parc. Il baissa les yeux. Parce que j'avais tort. Je vous ai jugé. Sur vos vêtements, votre pauvreté. Mais aujourd'hui je vois que votre petit-fils a quelque chose que tout l'or du monde ne peut acheter, un cœur. Et dans le silence qui suivit, pour la première fois, Madame Élodie ne pensa pas à refuser. Elle pensa à Pierre. À Sophie. Et à ce que pourrait devenir cette rencontre née d'un simple morceau de pain partagé. Aucune somme d'argent, aussi colossale soit-elle, ne pourrait ramener sa fille à la vie. Ces mots résonnaient encore dans l'air lorsqu'Antoine les prononça avec une douleur qui fendait le silence. Madame Élodie le regarda quelques instants, ses yeux profondément ancrés dans ceux de cet homme dont le cœur semblait brisé. « Nous ne voulons pas de charité, monsieur Antoine, répondit-elle finalement avec calme et fermeté. Si nous devons rester, que ce soit un accord juste. Je peux travailler. J'ai été gouvernante dans ma jeunesse. Antoine hocha lentement la tête, reconnaissant la dignité et la fierté de cette femme qui portait le poids de la vie sans jamais plier. Bien sûr, dit-il doucement. Vous pouvez être notre gouvernante, et Pierre sera le compagnon spécial de Sophie. Ils auront leur propre espace dans la maison, et un salaire digne. Ils n'eurent pas le temps de poursuivre leur conversation. Un cri perça l'air, venant de la chambre de Sophie. Tous se précipitèrent. Là, ils trouvèrent l'infirmière Béatrice, figée d'émerveillement. « Oh, monsieur Antoine !» Regardez, s'écria-t-elle en désignant la petite fille. Sophie, assise dans son fauteuil roulant, faisait bouger les roues par elle-même, suivant Pierre qui zigzaguait dans la pièce en agitant des jouets. C'était la première fois qu'elle accomplissait un tel mouvement seule. Elle n'a jamais fait ça auparavant. Murmura Antoine, la gorge serrée par l'émotion. Madame Élodie, les bras croisés contre sa poitrine, observait la scène avec un doux sourire. Les enfants sont capables de miracles lorsqu'ils reçoivent le bon élan, dit-elle. Il semble que Sophie ait trouvé sa raison de se battre. Ce soir-là, après de longues discussions, Madame Élodie accepta l'offre d'Antoine. Elle et Pierre allaient s'installer dans une aile du manoir, où un petit appartement les attendait. Elle y travaillerait comme gouvernante, et Pierre continuerait à veiller sur Sophie, désormais à plein temps. Il faudra aller chercher nos affaires, fit remarquer Madame Élodie. Évidemment. Nicolas vous accompagnera demain, répondit Antoine. Le lendemain, lorsque Nicolas arriva dans la zone modeste où vivaient Madame Élodie et Pierre, il fut bouleversé par ce qu'il découvrit. Une unique pièce exiguë, sans salle de bain, avec un matelas posé au sol et quelques boîtes en guise de meubles. « C'est ici que vous vivez ?» demanda-t-il, incapable de masquer sa stupeur. « Oui », répondit Madame Élodie, droite et digne. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est propre. Et c'est à nous. » Pierre courut vers l'une des boîtes et en sortit une petite voiture en plastique, cassée sur un côté. C'était son seul jouet. « Je vais la montrer à Sophie !» s'écria-t-il avec excitation. Alors que Nicolas chargeait les maigres affaires dans la voiture, son regard tomba sur une vieille photographie en noir et blanc. Elle montrait une jeune femme qui ressemblait étrangement à Madame Élodie en uniforme de gouvernante, posant aux côtés d'une femme élégante devant un manoir. Un manoir qui lui rappelait étrangement celui d'Antoine. Cette maison. Commença-t-il, intrigué. Elle ressemble au manoir de monsieur Antoine. Madame Élodie s'empara rapidement de la photo et la rangea dans son sac. C'était une autre vie, dit-elle d'un ton tranchant. Partons. Sur le chemin du retour, Nicolas ne parvenait pas à chasser cette image de son esprit. Il y avait quelque chose de mystérieux, une histoire enfouie, un passé encore trop vivant.
Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, Antoine les accueillit avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Sophie a passé la journée à demander Pierre », dit-il en aidant à décharger les boîtes. Elle n'a jamais été aussi expressive. Pierre, tout excité, courut à l'intérieur, sa petite voiture serrée dans les bras. Madame Élodie, elle, resta un instant en retrait, le cœur partagé entre la joie de voir son petit-fils si heureux, et une peur sourde, celle que ce bonheur soit éphémère. L'appartement qui leur était réservé était de loin l'endroit le plus confortable qu'ils aient jamais connu. Un vrai lit pour Pierre, une cuisine, une salle de bain, tout semblait presque irréel. « Grand-mère, regarde tout ce qu'on a », s'écria Pierre en sautant sur le lit. « C'est rien que pour moi. » Madame Élodie sourit, chassant d'un revers mental les souvenirs douloureux. « Oui, mon enfant. Maintenant, nous avons un meilleur endroit pour vivre. » Dans les semaines qui suivirent, le manoir tout entier sembla se transformer. L'atmosphère auparavant glaciale et silencieuse, remplie d'équipements médicaux et de visages fermés, se réchauffa peu à peu. Le rire des enfants résonnait à travers les couloirs, apportant une nouvelle lumière. Sophie, elle, s'épanouissait. Elle commença à parler d'abord par bribes, puis en phrases complètes. Ses mains se raffermissaient, son corps répondait mieux chaque jour. Elle se déplaçait de plus en plus librement, toujours collée à Pierre, son ombre inséparable. Quant à Antoine, il changeait aussi. Il passa moins de temps à son entreprise, déléguant pour rester auprès de sa fille. Il observait en silence, souvent les yeux humides, les miracles de cette nouvelle vie. Il se rapprochait de Pierre, d'abord avec une certaine réserve, mais jour après jour, il commençait à le voir comme un fils. Madame Élodie, quant à elle, prit en main la gestion de la maison avec l'expérience calme de celle qui avait déjà tout connu. L'équipe, autrefois morose, retrouvait dynamisme et motivation sous sa direction douce mais ferme. Un soir, pour fêter le premier mois depuis leur arrivée, Antoine décida de dîner à table avec tout le monde, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Sophie aussi était présente, dans son fauteuil, rayonnante. « Pierre, pas trop de sauce, d'accord », murmura gentiment Madame Élodie. « Laisse-le donc faire », répondit Antoine en souriant. « Les enfants ont le droit de faire quelques bêtises. » Le regard de Madame Élodie se fit plus profond. « Vous ne pensiez pas toujours ainsi ?» dit-elle avant de se raviser. Antoine la fixa, interloqué. « Que voulez-vous dire ?» Elle sembla hésiter longuement, déchirée entre vérité et prudence. « Rien, juste un souvenir qui m'égare. Parfois, je dis des choses qui n'ont pas de sens. » Mais Antoine n'était pas dupe. Dans ses yeux, il lisait quelque chose, une impression de déjà-vu. « Madame Élodie, est-ce qu'on se connaît ?» D'avant, demanda-t-il directement. Elle se leva précipitamment. « Le flan est prêt. Celui que Pierre et Sophie aiment tant. » Le sujet fut clos, pour l'instant. Les enfants dégustèrent leur dessert avec joie, mais le doute resta dans l'esprit d'Antoine. Plus tard dans la soirée, une fois le silence revenu, Antoine frappa doucement à la porte de l'appartement. « On peut parler ?» demanda-t-il. Madame Élodie, en peignoir, ouvrit. Elle le regarda longuement, résignée. Elle s'écarta pour le laisser entrer. L'appartement était modeste mais chaleureux. Quelques photographies personnelles décoraient les murs. Une en particulier attira le regard d'Antoine. Celle-là même que Nicolas avait vue, une jeune Élodie, en uniforme, aux côtés d'une femme élégante. « C'est ma mère », souffla-t-il en s'approchant. « Et cette maison, c'est bien celle-ci. » Madame Élodie acquiesça. Elle s'assit lentement, les mains jointes. « J'ai été gouvernante ici pendant près de 20 ans. J'ai connu votre mère. J'ai connu votre famille. Et je vous ai connu, Antoine, quand vous étiez encore un enfant. » Antoine était encore sous le choc des révélations lorsque Madame Élodie prononça calmement. « J'ai travaillé pour votre mère, Madame Élise, bien avant votre naissance, et jusqu'à ce fameux incident. » Antoine se tourna vers elle, le regard assombri par l'incrédulité. « Quel incident ?» demanda-t-il, la voix à peine audible. « Je ne me souviens pas de vous. » La vieille femme hocha lentement la tête. « Vous n'aviez que 10 ans lorsque j'ai été congédiée, » expliqua-t-elle. « Votre mère m'a renvoyé le jour où elle a découvert que je vous laissais jouer avec mon fils, Julien. » Un éclair traversa les yeux d'Antoine. Il fouilla dans ses souvenirs, une lueur naissante d'émerveillement. « Julien. Joachim. J'avais un ami, un garçon avec ce nom-là.
On jouait à cache-cache dans le jardin, derrière la maison. Madame Élodie esquissa un sourire doux amer. Oui. Vous étiez inséparables. Mais votre mère n'acceptait pas qu'un fils de domestique partage le monde d'un héritier. Elle nous a découvert un après-midi, et j'ai été renvoyé sur le champ. Sans lettre de recommandation. Sans indemnité. Rien. Antoine s'assit lentement, absorbant le poids du passé, le souffle court. Et Julien, c'est le père de Pierre? Oui, confirma-t-elle. Il n'a jamais digéré cette humiliation. Il a grandi dans le silence, nourri par la rancœur et les blessures qu'aucune parole n'a jamais pensées. C'est devenu un homme dur, absent. Un père qui a déserté. Antoine baissa la tête, ses pensées tourbillonnant dans une tempête intérieure. Mon Dieu! Alors tout ça. Pierre qui est le seul capable d'aider Sophie. C'est une coïncidence? Ou peut-être un signe du destin, murmura Madame Élodie. Je ne prétends pas tout comprendre. Mais quand je vous ai vu dans ce parc, insultant mon petit-fils de la même façon que votre mère avait autrefois méprisé mon fils, j'ai eu la sensation que le temps n'avait jamais avancé. Que l'histoire se répétait. Antoine la fixa longuement, les pupilles dilatées par une révélation brutale. Mais maintenant, c'est différent. Je le vois. Je reconnais mes torts. Madame Élodie le fixa à son tour. Oui. Tu as changé. Mais la vraie question, Antoine, c'est, ce changement survivra-t-il au temps? Ou, une fois Sophie guérie, redeviendras-tu cet homme froid et orgueilleux que j'ai rencontré dans ce parc? Le silence tomba, lourd comme une pierre. Antoine n'eut aucune réponse à offrir. Il détourna les yeux. Pourquoi êtes-vous venu ici, malgré tout, en sachant qui j'étais? Madame Élodie sourit faiblement en pensant à Pierre. Il s'est attaché à ta fille dès l'instant où il l'a vue. Et peut-être que j'ai gardé un mince espoir. Celui de voir le passé réparé. Que le cycle s'arrête enfin. Antoine resta silencieux. Longtemps. Puis il se leva, le regard ému. Merci, Madame Élodie. Pour votre sincérité. Je vous promets que je ne répéterai pas les erreurs de ma mère. Pierre et vous, vous êtes désormais une partie de cette maison. De cette famille. La vieille femme hocha la tête. Sans un mot. Lorsque la porte se referma derrière Antoine, elle leva les yeux vers une photo fanée accrochée au mur, posa la main sur son cœur et murmura. Seul le temps le dira, mon fils. Seul le temps. Les jours qui suivirent furent différents. Antoine n'était plus le même. Plus attentif. Plus présent. Il participait désormais au jeu dans le jardin, là où autrefois il n'était qu'une silhouette distante. Il posait des questions sur le passé de Madame Élodie, sur les années où elle avait travaillé dans la demeure familiale, sur l'enfant qu'il avait été, autrefois. Un après-midi, alors qu'il regardait les enfants rire dans l'herbe, elle lui dit doucement. Tu étais un enfant lumineux, double. Avant que ta mère ne commence à te façonner. Antoine leva un sourcil. Que veux-tu dire par là? Ta mère. Élise était une femme dure. Obsédée par le statut, les apparences. Après la mort de ton père, elle a voulu faire de toi un héritier impeccable. Elle a éradiqué la spontanéité, le rêve, l'enfance. Antoine ferma les yeux, des images remontant brutalement le silence glacé des dîners, les leçons d'étiquette, les reproches incessants. Et j'ai fini par devenir ce qu'elle voulait. Soupira-t-il. Pas tout à fait, répondit Madame Élodie. Tu es ici. Tu reconnais tes erreurs. Tu tentes d'être un père différent pour Sophie. Ta mère n'aurait jamais été capable de ça. Un cri de joie éclata soudain depuis le jardin. Sophie, soutenue par Pierre, venait de se lever de son fauteuil roulant. Ses jambes frêles tremblaient, mais elle avançait, pas à pas, dans l'herbe mouillée. Papé, regarde, cria-t-elle avec exaltation. Je marche. Antoine accourut, les larmes aux yeux. Il s'agenouilla devant sa fille et la serra tendrement contre lui. Tu marches, ma princesse. Tu es incroyable. Pierre m'a aidé, dit-elle fièrement. Il a dit que j'y arriverais. Antoine se tourna vers le garçon, debout à l'écart, un sourire timide au coin des lèvres. Merci, Pierre, dit-il en l'attirant doucement dans leur étreinte. Tu es un garçon extraordinaire. Ce soir-là, après avoir bordé Sophie, Antoine trouva Pierre assis sur le balcon, le regard perdu vers les étoiles.
Tu n'arrives pas à dormir, champion? Pierre haussa les épaules. Je pense à Sophie. Maintenant qu'elle peut marcher un peu, elle pourra jouer plus. Antoine sourit, profondément touché. Tu sais, Pierre, tu as changé sa vie. Et tu as aussi changé la mienne. Le garçon le regarda, étonné. Je lui ai juste donné du pain. Antoine secoua la tête. Tu lui as donné bien plus. Tu lui as donné ce que ni les médecins, ni l'argent n'auraient pu lui offrir, une véritable amitié. Pierre sourit, sans tout comprendre, mais heureux. Je peux vivre ici, pour toujours? Moi et mamie? Bien sûr, répondit Antoine sans hésiter. C'est chez vous, maintenant. Le lendemain matin, à la surprise générale, Antoine annonça qu'il prenait des vacances prolongées de son entreprise, une première depuis des années. Je veux consacrer du temps à ce qui compte vraiment. Ma famille. Vous tous. Il avait même un projet. Je pensais nous emmener à la maison de plage, à Bélève. L'air marin fera du bien à Sophie. Et Pierre n'a sûrement jamais vu l'océan. Madame Élodie le regarda, bouche entr'ouverte. C'est une idée merveilleuse, dit-elle, émue. Les enfants vont adorer. Pendant le petit déjeuner, le téléphone d'Antoine vibra. C'était Ricardo, son bras droit, avec des nouvelles urgentes sur un contrat. Je peux te rappeler plus tard, dit Antoine, paisiblement. Je prends le petit déjeuner avec ma famille. Lorsqu'il raccrocha, il remarqua que tout le monde autour de la table le fixait. Quoi, dit-il en croquant dans sa tartine. Il est interdit de vouloir prendre le petit déjeuner avec vous? Madame Élodie sourit. Aucun problème. On s'habitue juste au nouveau Antoine. Le départ pour Bélève était prévu pour la fin de la semaine. Pierre, surexcité, comptait les jours. Sophie posait 1000 questions sur les poissons, les étoiles de mer et les coquillages. La veille du départ, alors que les valises étaient presque prêtes, la sonnette retentit. Nicolas ouvrit, puis revint, le visage pâle. Monsieur Antoine. Il y a une jeune femme. Elle dit être la mère de Pierre. Elle insiste pour vous parler. Le temps sembla se figer. Madame Élodie pâlit. Antoine sentit son cœur se serrer. Comment m'a-t-elle retrouvé? Pourquoi maintenant? Il inspira profondément. Où est-elle? Dans le salon. Dois-je prévenir Madame Élodie? Antoine hésita, puis secoua la tête. Non. Laissez-moi lui parler seul. Et ne dites rien à Pierre. Pas encore. Il entra dans le salon. Une femme d'un accent grave peine 30 ans se tenait droite, les traits tirés, les yeux sombres. Il y avait dans son visage quelque chose de Pierre. Une ombre. Elle portait des vêtements simples, mais soignés. Et dans son regard, un mélange de regret et de défi. Antoine avança, le souffle suspendu. Je suis Antoine Ménard, dit-il simplement. Que puis-je faire pour vous? La femme qui se tenait devant lui le fixa, les yeux pleins d'un mélange de défi et de nervosité. Son manteau était modeste, ses mains tremblaient à peine, mais son regard brûlait d'une détermination incertaine. Je m'appelle Daniel, dit-elle en se redressant légèrement. Je suis la mère de Pierre. Je suis venu le chercher. Le cœur d'Antoine se serra. Un frisson glacé remonta le long de son échine. Il sentit le poids de la réalité heurter ses pensées encore désordonnées. Comment avez-vous su qu'il était ici? Demanda-t-il, tentant de gagner du temps pour assembler ses idées. Une voisine a vu votre chauffeur venir chercher ma mère et mon fils, répondit-elle sèchement. Ce n'était pas très difficile de découvrir où vivait le grand Antoine Ménard. Elle avait craché ce nom comme une gifle. Il y avait dans sa voix une amertume contenue, un mélange d'envie, de rancune et de blessures mal refermées. Tu as abandonné ton fils, lâcha Antoine, sa voix trahissant plus de douleur que de jugement. Pourquoi revenir maintenant? Daniel détourna un instant le regard. Ses épaules bougèrent, inconfortables sous le poids de ce passé qu'elle n'avait jamais affronté. C'est mon fils. J'ai le droit de le voir quand je veux. Et qu'est-ce qui a changé, alors? Pourquoi le vouloir aujourd'hui? Elle inspira profondément. Ma vie est plus stable. J'ai trouvé un emploi. J'ai un endroit décent où vivre. Mais Antoine n'était pas dupe. Il sentait que cette réponse n'était qu'un voile posé sur une autre vérité. Combien? Demanda-t-il sans détour. Quoi?
S'offusqua-t-elle, les sourcils froncés. Combien voulez-vous pour le laisser vivre avec nous? Elle resta un instant figée. Le silence trahit plus que ses mots. J'imagine que vous avez appris que votre fils vit dans un manoir. Le manoir d'un millionnaire. Ce que vous voulez vraiment, ce n'est pas votre fils. C'est de l'argent. Daniel se redressa, le visage durci, mais elle ne nia pas. Vous ne savez rien de moi, dit-elle d'une voix froide. Pierre est mon fils. Et je vais l'emmener avec moi. À moins que. À moins que. À moins que vous ne vouliez faire un arrangement. Antoine connaissait déjà la réponse. Il soupira intérieurement. Quel genre d'arrangement? Un soutien financier. Quelque chose pour m'aider à repartir à zéro. Disons. 100 000 euros. Il la regarda, le regard triste, presque las. Savez-vous ce que votre fils représente pour nous, dit-il avec calme. Il a sauvé ma fille. Littéralement. Il l'a ramenée à la vie. Mais Daniel resta de marbre. Tant mieux pour votre fille. 100 000 euros, ce n'est rien pour vous, monsieur Ménard. Un petit prix à payer pour garder près de vous le héros de votre enfant, non? La porte s'ouvrit brusquement. Madame Élodie entra. Son visage, d'ordinaire si doux, était pétrifié de déception. Alors c'est ça que tu es venu faire, Daniel? Vendre ton propre fils? Daniel se ratatina presque sous le regard brûlant de sa mère. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Ne me mens pas, coupa Élodie d'un ton dur. Tu as disparu pendant 2 ans. 2 ans sans un appel, sans une visite. Et maintenant, tu reviens quand tu crois pouvoir en tirer quelque chose. Antoine observait cet échange, percevant toute la douleur qui transperçait le cœur de Madame Élodie. Daniel, puis-je proposer quelque chose de différent? Intervint-il doucement. Les 2 femmes le fixèrent, surprises. Je ne vous donnerai pas 100 000 euros. Je ne vous donnerai même pas 1 000 euros pour disparaître de la vie de Pierre. Ce serait perpétuer un cycle d'abandon et de négligence. Un cycle qui a déjà causé bien trop de souffrance. Daniel ouvrit la bouche pour protester, mais Antoine leva la main. En revanche, je vous offre un emploi dans l'une de mes entreprises. Un salaire décent, des avantages, une vraie opportunité de reconstruire votre vie. Et, peu à peu, sous la supervision de votre mère, une chance de renouer avec votre fils. Madame Élodie tourna la tête, surprise par l'offre. Pourquoi feriez-vous cela? Demanda Daniel, méfiante. Parce que je crois que les gens peuvent changer, répondit Antoine sans hésiter. Et parce que Pierre mérite de connaître sa mère. S'il s'avère que vous êtes réellement prête à l'être. Daniel resta silencieuse. Ce n'était manifestement pas ce à quoi elle s'attendait. Réfléchis bien, ma fille, dit doucement Madame Élodie. C'est peut-être ta seule chance de réparer ce qui peut encore l'être. Un long silence s'installa. Et si je refuse? Demanda Daniel. Si je veux quand même emmener Pierre avec moi? Antoine inspira profondément. Alors nous irons au tribunal. J'ai les moyens d'engager les meilleurs avocats. Et ta mère possède des preuves accablantes de ton abandon. Mais je ne veux pas en arriver là. Je ne veux pas que Pierre traverse une autre tempête. Les mots frappèrent Daniel avec la force d'une vérité brutale. Ses options étaient limitées, et l'offre d'Antoine, bien que loin de ses attentes financières, représentait plus que ce qu'elle pourrait espérer seule. Quel genre de travail ce serait? Murmura-t-elle. Cela dépend de vos compétences. Qu'avez-vous déjà fait? J'ai été caissière dans un supermarché. Et j'ai suivi un cours de secrétariat. Mais je n'ai jamais trouvé d'emploi dans ce domaine. Nous pouvons commencer avec un poste administratif, proposa Antoine. Il y aura des possibilités d'évolution, selon votre engagement. Daniel sembla peser chaque mot. Finalement, après un soupir résigné. D'accord. J'accepte votre proposition. Mais, je veux voir mon fils. Madame Élodie et Antoine échangèrent un regard. D'abord, nous devons le préparer, dit Élodie. Il ne t'a pas vu depuis 2 ans. Tu ne peux pas simplement réapparaître. Voilà ce que nous allons faire, ajouta Antoine. Nous maintenons notre projet d'aller à la maison de plage. Ce sera bien pour les enfants. Pendant ce temps, tu commences ton travail. Tu t'établis. Et nous planifierons, prudemment,
la manière dont tu seras réintroduite dans la vie de Pierre. Daniel n'avait pas l'air enchanté par le délai, mais elle acquiesça. Quand puis-je revenir pour avoir plus de détails, demanda-t-elle. Lundi, après notre retour de la plage. Viens à cette adresse, c'est le siège de mon entreprise. Il griffonna quelque chose sur un papier et le lui tendit. Je parlerai personnellement aux ressources humaines pour ton recrutement. Quand elle partit, Madame Élodie se laissa tomber dans un fauteuil, les traits tirés par la tension. Merci, murmura-t-elle en regardant Antoine. Merci de ne pas l'avoir laissé emporter Pierre. Je ne l'aurais jamais permis, répondit-il, s'asseyant à côté d'elle. Mais, je pense aussi que si elle veut sincèrement changer, elle mérite cette chance. Pour Pierre. Élodie acquiesça lentement, les larmes aux yeux. Tu as vraiment changé, Antoine. Tu n'es plus cet homme arrogant du parc. C'est comme si, tu avais trouvé ton cœur. Antoine sourit tristement. Il m'a fallu un petit garçon de 4 ans pour m'apprendre ce qui compte vraiment. Mieux vaut tard que jamais. Le voyage à la maison de plage se déroula sans encombre. Pierre, ignorant tout du tumulte adulte, bondissait de joie à la vue de l'océan. Sophie, de son côté, portée par l'enthousiasme de son ami, faisait des progrès stupéfiants. Elle parvenait désormais à faire quelques pas, seule. Antoine observait les enfants jouer dans le sable, sous le regard attentif de Madame Élodie. Une paix étrange mais profonde l'envahissait. Une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années et depuis avant la maladie de Sophie, depuis l'abandon brutal de Claire. Et comme si ses pensées l'avaient invoqué, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Un pressentiment l'obligea à répondre. Allô? Antoine? Une voix féminine, tremblante, mais inoubliable. Claire? Il resta un instant sans voix. L'entendre à nouveau, après tout ce temps, c'était comme ouvrir une vieille cicatrice. Comment as-tu eu ce numéro? Ta secrétaire me l'a donné. Elle m'a dit que tu étais en vacances. Tu ne prends jamais de vacances, Antoine? Sophie va bien, demanda-t-il immédiatement, le cœur serré. Sophie va très bien, répondit-elle. En fait, elle fait des progrès incroyables. Elle commence à marcher. Un silence chargé d'émotion traversa la ligne. Vraiment? Murmura Claire. C'est merveilleux. Les médecins avaient dit qu'elle ne marcherait peut-être jamais. Les médecins avaient tort, dit Antoine en regardant Sophie avancer, vacillante mais déterminée. Ou alors, ils n'avaient pas compté sur Pierre. Pierre? Qui est Pierre? Demanda Claire, intriguée. Antoine tourna son regard vers la plage, là où un petit garçon construisait un château de sable avec Sophie, sa fille. Il esquissa un sourire ému avant de répondre, la voix chargée d'un mélange de fierté et de nostalgie. C'est une longue histoire. Un enfant qui est arrivé dans nos vies comme un souffle inattendu, et qui a tout changé. Grâce à lui, Sophie est enfin heureuse. Et, moi aussi. Claire l'observa, stupéfaite. Il y avait quelque chose de différent en Antoine, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez lui. Tu as changé. Souffla-t-elle, presque incrédule. Je suis un homme changé, confirma-t-il d'un ton sincère. Ces derniers mois m'ont ouvert les yeux sur tant de choses, y compris sur l'injustice avec laquelle je t'ai traité. Claire demeura silencieuse, digérant ces mots. Enfin, elle murmura. Jamais je n'aurais cru t'entendre dire ça. Les gens changent, Claire. J'ai changé. Un silence s'installa, dense mais apaisé. Puis Claire reprit, d'une voix légèrement tremblante. Je retourne au Brésil la semaine prochaine. Et, j'aimerais voir Sophie. Si tu me le permets. Antoine ne prit même pas le temps de réfléchir. Il acquiesça aussitôt, le regard plein de douceur. Bien sûr. Elle est aussi ta fille. Et je crois que ce serait une très bonne chose pour elle. Merci, dit Claire, sa voix vibrante de gratitude. Je t'appellerai en arrivant là-bas. Et Antoine, je suis heureuse que tu aies trouvé un peu de paix. Lorsque l'appel se termina, Antoine resta un instant figé, absorbé par la conversation qui venait de bouleverser ses certitudes. Tant de choses avaient changé, et si vite. C'était comme si l'univers lui avait offert une seconde chance. Il descendit lentement vers la plage et s'installa à côté de Madame Élodie, assise sur une chaise en rotin, un tricot sur les genoux, observant les enfants avec tendresse. C'était Claire, au téléphone, dit-il, encore bouleversé.
Elle retourne au Brésil. Elle veut voir Sophie. Madame Élodie leva les yeux vers lui, attentive. Et toi? Comment tu te sens à l'idée de ça? Antoine hésita, puis répondit avec une sincérité nouvelle. Étrangement, en paix. Sophie mérite de connaître sa mère. Et Claire, elle n'est pas partie par manque d'amour. Elle est partie parce qu'elle ne supportait plus de me voir obsédée à vouloir réparer notre fille, au lieu de simplement l'aimer telle qu'elle est. Tu as vraiment changé, Antoine, murmura Élodie avec un sourire bienveillant. Et ce changement vient de l'intérieur. Il a juste fallu un petit garçon pour réveiller ce qui sommeillait en toi depuis toujours. Antoine regarda Pierre, qui aidait Sophie à décorer leur château de sable avec des coquillages multicolores. Tu sais, la première fois qu'il s'est approché d'elle, au parc, mon instinct a été la peur. La méfiance. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était mes préjugés qui parlaient. Tout ce qu'il voulait, c'était partager son pain avec une petite fille qui semblait triste. Une leçon de générosité, simple, mais bouleversante. Les jours suivants, la plage devint le théâtre de découvertes émerveillées pour les enfants, et de réflexions profondes pour les adultes. Sophie, doucement mais sûrement, progressait. Pas seulement physiquement, mais aussi dans sa manière d'interagir, de s'exprimer, de rire. Le lien entre elle et Pierre se renforçait chaque jour. Une amitié pure, sans artifice, qui ébranlait les cœurs de tous ceux qui en étaient témoins. Le dernier soir, avant leur retour à Lyon, alors que les enfants dormaient, épuisés par une journée de jeu, Antoine et Madame Élodie s'assirent sur la terrasse, face à l'océan, bercés par le clapotis des vagues et le silence paisible de la nuit. Demain, on retourne à la réalité, soupira Antoine en tenant une tasse de thé chaud entre ses mains. Et il va falloir affronter Daniel, entre autres choses. Je m'inquiète pour Pierre, confia Madame Élodie. Il était si petit quand sa mère est partie. Il ne s'en souvient presque plus. On préparera le terrain avec soin. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Un silence respectueux s'installa, jusqu'à ce qu'Élodie reprenne, doucement. Puis-je te poser une question personnelle, Antoine? Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre toi et Claire? Pourquoi est-elle vraiment partie? Antoine inspira profondément, comme s'il plongeait dans un abîme ancien. Après le diagnostic de Sophie, j'ai perdu pied. Je me suis enfermé dans l'idée de la réparer, de la guérir. J'ai dépensé des fortunes à courir les spécialistes à travers le monde. Je ne pouvais pas accepter qu'elle soit différente. Claire, elle, voulait juste l'aimer comme elle était. Se concentrer sur sa joie, pas sur ses défauts supposés. Nos disputes sont devenues insupportables. J'allais jusqu'à l'accuser de ne pas assez s'investir, alors que c'était moi, qui ne voyais plus notre fille comme une enfant. Seulement comme un problème à résoudre. Et Claire n'a plus supporté, murmura Madame Élodie avec douceur. Non. Elle avait raison. Elle posa sa main ridée sur celle d'Antoine. L'important, c'est que tu l'aies compris. Et que tu changes. Grâce à Pierre, dit Antoine, un sourire triste sur les lèvres. Il a vu ce que nous avions oublié, une petite fille qui voulait juste être aimée. Le lendemain, ils rentrèrent à Lyon. Le manoir qui autrefois semblait glacial respirait désormais la vie. Antoine avait fait retirer les équipements médicaux les plus intrusifs de la chambre de Sophie, les remplaçant par des jouets, des livres, et des couleurs. J'ai demandé à ce qu'il y ait quelques changements, expliqua-t-il à Élodie. Cette chambre doit ressembler à une maison. Pas à un hôpital. Le jour suivant, comme convenu, Daniel se présenta à l'entreprise. Antoine l'accueillit en personne, et l'accompagna au département des ressources humaines. Souviens-toi, lui dit-il avant de partir, ceci est bien plus qu'un accord. C'est une vraie opportunité. Daniel hocha la tête, plus sobre qu'à leur précédente rencontre. Merci. Je le comprends. Le soir même, Antoine et Élodie s'assirent avec Pierre pour lui parler de sa mère. La conversation fut menée avec délicatesse. Pierre, te souviens-tu de ta maman? Demanda Élodie. L'enfant fronça les sourcils. Un peu. Elle a les cheveux longs? Oui, confirma T.L. en souriant. Elle est revenue. Elle veut te voir. Les yeux de Pierre s'élargirent, mêlant surprise et inquiétude. Elle va me prendre? Je veux pas partir? Je veux rester avec Sophie. Antoine s'agenouilla, prenant ses petites mains dans les siennes. Personne ne va te prendre, Pierre. Tu es chez toi ici. Ta maman veut seulement te connaître,
voir comment tu as grandi. Comment tu te sentirais à l'idée de la revoir? Pierre réfléchit longuement, puis murmura. D'accord, mais mamie et toi, vous restez avec moi, hein? Toujours, répondit Élodie en l'étreignant tendrement. Nous serons toujours avec toi. La rencontre entre Daniel et Pierre fut fixée pour le dimanche suivant, autour d'un déjeuner familial. Sophie et Élodie seraient présentes, pour que l'enfant se sente en confiance. Et pendant que cette réunion se préparait, une autre visite importante approchait. Claire, arrivée au Brésil, allait revoir Sophie. Antoine était nerveux. Revoir son ex-femme, ici, dans leur nouvelle vie, ravivait 1000 souvenirs. Claire n'avait pas tant changé. Elle restait cette femme élégante, d'une beauté simple et sincère. Mais dans ses yeux, il y avait autre chose. Une maturité nouvelle, ou peut-être l'empreinte de tout ce qu'ils avaient vécu et survécu. « Ça va » demanda-t-elle doucement après les salutations d'usage. « Tu sembles différent. » Antoine esquissa un sourire léger, presque timide. « Oui, je suis différent. Beaucoup de choses ont changé ces derniers mois. » Claire l'observa avec attention, sentant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un changement superficiel, mais d'une transformation profonde, intérieure. « Ta secrétaire a mentionné quelque chose à propos d'un garçon qui vit ici avec sa grand-mère? » C'est une longue histoire, répondit Antoine. Mais avant de te la raconter, je suis certain que tu veux voir Sophie. Claire sentit son cœur se serrer. Elle hocha la tête, les larmes déjà au bord des paupières. Oui, s'il te plaît. Antoine la guida jusqu'au jardin, où la petite Sophie jouait. La scène qui s'offrit à Claire la laissa sans voix. La fillette était debout, appuyée sur un déambulateur, riant aux éclats en essayant d'attraper les bulles de savon que soufflait un petit garçon à ses côtés. Claire porta les mains à sa bouche. Les larmes jaillirent sans retenue. Mon Dieu! Elle est debout, et elle rit. Sophie aperçut leur présence et les regarda avec curiosité. Il n'y avait dans ses yeux aucune reconnaissance, ce qui était compréhensible. Claire était partie alors que la petite n'était encore qu'un bébé. Antoine hésita un instant, puis se pencha vers Sophie. « Sophie, voici. » Il se figea, ne sachant comment présenter Claire. « Maman? Ex-femme? Visiteuse ?» Claire le devança, souriante malgré ses larmes. « Je suis une amie de ton papa. Je m'appelle Claire. Je suis très heureuse de te rencontrer, Sophie. » La fillette la fixa un instant, puis lui adressa un sourire timide. « Toi, tu veux jouer avec nous ?» demanda-t-elle d'une petite voix hésitante. Claire regarda Antoine, lui demandant silencieusement la permission. Il acquiesça. « J'adorerais jouer avec vous » répondit-elle, s'approchant des enfants. Le petit garçon, toujours aussi avenant, lui tendit le flacon de bulles. « Tu sais faire de grosses bulles? »« Moi je fais que des petites, » dit-il, tout excité. Claire éclata de rire, charmée par l'espièglerie de l'enfant. « Essayons ensemble, d'accord ?» Antoine s'assit à distance, le cœur empli d'une chaleur qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Il observait sa fille, Pierre et Claire rire ensemble dans le jardin. Cette image aurait semblé impossible il y a seulement quelques mois. Madame Élodie les rejoignit, un plateau de limonade et de biscuits entre les mains. « Tu as fait ce qu'il fallait » dit-elle en posant le plateau. Sophie méritait de connaître sa mère. Antoine acquiesça, pensif. « Je pense que nous méritons tous une seconde chance, non? Moi, Claire, même Daniel. Surtout quand des enfants sont en jeu. » Madame Élodie approuva d'un hochement de tête. Après le goûter, les enfants furent conduits à l'intérieur. Antoine et Claire restèrent dans le jardin, assis sur un banc. « Merci de m'avoir permis de la voir, » dit Claire, la voix tremblante d'émotion. « Elle est si belle, si heureuse, si différente de l'image que je m'étais faite toutes ces années. »« Je dois aussi te remercier, » répondit Antoine. « Merci de ne pas avoir lutté pour la garde, de ne pas avoir compliqué les choses. » Claire poussa un long soupir. « Ce n'était pas facile de partir, Antoine. Mais tu ne m'écoutais plus. Tu étais tellement obsédé par l'idée de réparer Sophie que tu ne voyais pas les dégâts que tu causais, à moi, à toi-même, et surtout à elle. Tu avais raison, admit Antoine avec humilité. J'avais besoin d'une leçon de vie. Et c'est un petit garçon de 4 ans qui me l'a donné. » Claire sourit, jetant un regard vers la maison. « Raconte-moi. Comment Pierre est-il entré dans vos vies ?» Antoine raconta tout, la rencontre au parc,
les liens tissés jour après jour, l'intervention de Daniel. Claire écouta avec attention, parfois en riant, parfois les yeux embués. C'est fou comme un enfant peut nous enseigner tant de choses, murmura-t-elle. Puis, plus grave. Et maintenant? Que se passera-t-il lorsque Daniel reviendra dans sa vie? Nous prenons toutes les précautions, expliqua Antoine. Ce sera une réintroduction progressive, sans traumatisme. Madame Élodie sera toujours présente. Et Daniel sait que Pierre vivra ici, avec nous. Claire hésita, puis demanda prudemment. Et, nous? Je veux dire? Sophie et moi. Est-ce que je peux continuer à la voir? Bien sûr, répondit Antoine sans une seconde d'hésitation. En fait, je pensais que tu pourrais peut-être passer plus de temps avec elle. Peut-être même, revenir. Claire le regarda, surprise. Revenir? Tu veux dire? Je ne parle pas de reprendre notre mariage, précisa-t-il rapidement. Nous avons tous les deux trop changé. Mais tu pourrais avoir ton propre espace ici. Être proche d'elle. Claire parut touchée. Elle prit un moment avant de répondre. C'est tentant, admit-elle. Mais, j'ai construit une vie à Paris. Sans pression, assura Antoine. C'est juste, une possibilité. Le dimanche suivant, la rencontre tant attendue entre Pierre et sa mère eut lieu. Daniel arriva à l'heure, vêtue simplement mais avec soin. Elle semblait nerveuse, plus vulnérable que la fois précédente. Toute la matinée, Pierre avait été préparé par Antoine et Madame Élodie. On lui avait répété qu'il ne partirait pas, qu'il vivrait toujours ici, avec Sophie. Quand il aperçut sa mère, Pierre resta figé, la regardant avec une curiosité mêlée d'hésitation. Daniel, elle, eut les larmes aux yeux. « Salut Pierre », dit-elle en s'agenouillant. « Tu te souviens de moi ?» Pierre chercha le regard de sa grand-mère. Elle l'encouragea d'un signe doux. « Un peu », répondit-il timidement. « T'es ma maman, non ?»« Oui, c'est moi », dit-elle, émue. « Tu as tellement grandi. Tu es magnifique. » Mais le garçon ne courut pas vers elle. Il resta près de Madame Élodie. Après un silence, il demanda. « Tu veux rencontrer mon amie Sophie ?» Daniel, surprise, regarda Antoine comme pour chercher une direction. « Bien sûr », répondit-elle. Pierre prit sa main et l'amena vers Sophie. « Sophie, voici ma maman. »« Maman, voici Sophie, ma meilleure amie. »« Bonjour Sophie », dit Daniel avec un sourire. « C'est un plaisir de te rencontrer. » La petite, toujours timide avec les inconnus, fit un léger signe de tête. « Salut », murmura-t-elle. Le déjeuner fut calme, quoique un peu tendu. Daniel tenta d'engager la conversation avec Pierre, lui posant des questions sur ses jeux, ses goûts. Il répondait poliment, mais revenait toujours vers Sophie. Après le repas, Pierre l'invita à voir sa chambre, celle qu'il partageait avec Sophie. C'était un geste fort. Une petite ouverture. Pendant ce temps, dans le salon, les adultes discutaient. « Comment elle s'en sort, au travail ?» demanda Madame Élodie. « Merveilleusement bien », répondit Antoine. Mon responsable des ressources humaines dit qu'elle est ponctuelle, appliquée, motivée. Peut-être qu'elle veut vraiment changer, murmura Claire. Les gens changent. Moi j'ai changé. Antoine aussi. Nous avons tous changé, confirma Antoine. La vraie question, c'est, est-ce qu'on change pour le meilleur? Quand Daniel revint avec les enfants, il y avait dans ses yeux quelque chose de nouveau. Une lueur, un lien fragile mais réel. Merci pour aujourd'hui, dit-elle. Puis-je revenir la semaine prochaine? Bien sûr, répondit Antoine. On pensait organiser une sortie dimanche. Tu veux venir? Daniel, surprise, accepta, touché. J'adorerais. Merci. Alors qu'elle s'éloignait, Madame Élodie sourit doucement. Je pense que c'était un bon début. Oui, confirma Antoine. Pour nous tous. Les semaines suivantes furent remplies d'ajustements. Claire prolongea son séjour, louant un appartement non loin. Daniel continua de travailler, et revint chaque dimanche voir Pierre. Sophie progressait à vue d'œil. Elle utilisait son déambulateur avec assurance, faisait quelques pas seule, parlait mieux, riait davantage. Les médecins étaient stupéfaits. Un jour, Antoine reçut un appel inattendu.
C'était un neurologue parisien. Monsieur Ménard, j'ai des nouvelles d'un traitement expérimental qui pourrait aider votre fille. Antoine écouta. Docteur, merci, mais Sophie progresse très bien avec la physiothérapie. Et surtout grâce à l'amour qui l'entoure. Ce traitement pourrait accélérer sa guérison. Elle n'a pas besoin d'aller plus vite, répondit Antoine calmement. Elle est heureuse. Aimée. Et elle avance à son rythme. C'est tout ce qui compte. Quand il raccrocha, Antoine regarda dehors. Dans le jardin, Pierre faisait des bulles pendant que Sophie riait. Il avait changé. Ils avaient tous changé. Et grâce à un petit garçon arrivé par hasard, ils avaient appris la chose la plus essentielle, parfois, l'amour, la patience et la présence sont les remèdes les plus puissants. Ce soir-là, une fois les enfants endormis, Antoine réunit les adultes dans le salon. Claire, Madame Élodie, et même Daniel, conviés pour un dîner spécial. Je voulais vous dire quelque chose, commença-t-il. Et dans le silence respectueux de ce salon rempli de secondes chances, Antoine parla avec le cœur. Antoine prit une inspiration, un peu nerveux, avant de commencer. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel d'un spécialiste parisien. Il proposait un traitement expérimental pour Sophie. À ces mots, Claire se raidit. Elle se souvenait des anciennes obsessions d'Antoine, de cette quête insatiable de guérison à tout prix. Et, que lui as-tu répondu, demanda-t-elle prudemment. À sa grande surprise, Antoine esquissa un sourire doux. J'ai dit non. Il marqua une pause, le regard tourné vers le jardin. J'ai dit que Sophie allait merveilleusement bien. Elle est heureuse, entourée d'amour. Et tu sais quoi? J'ai compris quelque chose d'essentiel. Nous avons passé tellement de temps à chercher à réparer nos vies, à courir après des solutions miracles, que nous avons oublié de simplement vivre. Son regard se posa sur chacun des visages autour de lui avec une gratitude sincère. Ce qui s'est passé ici, dans cette maison, ces derniers mois, aucun traitement ne pourrait le remplacer. C'était la rencontre de plusieurs âmes brisées, qui ont commencé à guérir ensemble. Madame Élodie hocha la tête, émue. C'est fou, n'est-ce pas, comme la vie peut tourner? Qui aurait imaginé que mon petit-fils, un garçon pauvre élevé dans la rue, viendrait bouleverser la vie d'un puissant homme d'affaires? Elle se tourna vers Antoine avec une tendresse particulière dans les yeux. Et que le fils de la domestique que vous aviez renvoyé il y a tant d'années, deviendrait le père de l'enfant qui sauverait votre propre fille. Antoine acquiesça, se référant à Julien, le fils d'Élodie, père de Pierre. Claire, qui connaissait désormais toute l'histoire, secoua la tête avec un sourire d'émerveillement. L'univers a un humour bien particulier, dit-elle doucement. Restée silencieuse jusque-là, Daniel prit la parole d'une voix émue. Et une capacité infinie à nous offrir des secondes chances. Antoine leva alors son verre. Aux secondes chances, alors, et aux leçons que nous enseignent les enfants. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit inoubliable. Le manoir de Montbrun, autrefois froid et impersonnel, s'était métamorphosé. Les fenêtres qui restaient jadis closes s'ouvraient désormais sur le monde, laissant entrer le vent, la lumière et les rires. Les couloirs, silencieux autrefois, vibraient aujourd'hui des éclats de voix, des jeux, de la vie. Sophie, à la stupéfaction des médecins, faisait des progrès exceptionnels. Elle marchait maintenant avec un léger soutien et sa voix devenait chaque jour plus assurée. Ceux qui autrefois murmuraient avec prudence des pronostics réservés parlaient désormais d'un miracle clinique. Pierre, de son côté, fréquentait l'école maternelle. Brillant, curieux, sociable, il s'épanouissait à vue d'œil. Sa relation avec Daniel, sa mère biologique, s'était peu à peu reconstruite. Elle venait le voir régulièrement, l'accueillait parfois les week-ends dans son petit appartement de Chartres, payé de son propre salaire. Claire, après bien des hésitations, avait choisi de revenir vivre en France de façon permanente. Elle avait acheté une maison à quelques rues du manoir, partageant la garde de Sophie avec Antoine dans une entente respectueuse, axée sur le bonheur de leur fille. Madame Élodie, toujours gouvernante du domaine, était devenue bien plus que cela. Elle était le cœur battant de cette famille recomposée et improbable. Sa sagesse, son autorité douce, son amour discret maintenaient l'équilibre même dans les tempêtes passagères. Quant à Antoine, l'homme qu'il avait été avait disparu. Celui qui restait aujourd'hui était un père tendre, un ami fidèle, un homme changé. Il avait allégé ses responsabilités professionnelles, passant davantage de temps avec Sophie. Il avait même fondé une association pour venir en aide aux enfants atteints de troubles similaires à ceux de sa fille,
leur offrant non seulement des traitements mais surtout un espace de développement, d'amour et de lien social. Un dimanche après-midi, la grande tablée était dressée dans le jardin, sous les arbres en fleurs. Antoine, assis un peu en retrait, regardait les enfants jouer. Sophie, canne colorée à la main, riait aux éclats. Pierre la suivait de près, attentif à chacun de ses pas. Claire vint s'asseoir à côté de lui. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. Il la regarda avec un sourire paisible. À combien tout a changé, et à quel point ce sont souvent les personnes les plus inattendues qui nous offrent les leçons les plus essentielles. À cet instant, Sophie trébucha en courant. Avant même qu'un adulte ne puisse bouger, Pierre était déjà à ses côtés, l'aidant avec douceur. « Ça va Sophie » dit-il avec son sérieux d'enfant. Tout le monde tombe, l'important, c'est de se relever et de réessayer. Antoine et Claire échangèrent un regard chargé d'émotion. Ce petit moment capturait l'essence même de leur voyage. C'est exactement ça, Pierre, approuva Antoine en s'approchant des enfants. L'important, c'est de toujours se relever. Et alors que Sophie, vaillante, reprenait ses jeux, Antoine sentit une vague de gratitude monter en lui. Tout cela avait commencé par un simple geste, un morceau de pain offert par un petit garçon inconnu. Et ce geste avait bouleversé des vies entières. Ce soir-là, après une journée pleine de bonheur, Antoine coucha sa fille. Sophie, à moitié endormie, murmura. « Papa, j'aime Pierre. C'est mon meilleur ami pour toujours. » Antoine sourit, caressant tendrement ses cheveux. « Je sais, mon trésor. Et nous avons beaucoup de chance de l'avoir dans notre vie, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, les yeux fermés. « Il m'a donné du pain quand j'étais triste. Et maintenant, je suis plus jamais triste. » Ces mots simples frappèrent Antoine en plein cœur. Depuis l'arrivée de Pierre, la tristesse qui hantait le manoir s'était évaporée. Une joie sincère l'avait remplacée, une lumière nouvelle. « Bonne nuit, ma princesse » murmura-t-il en déposant un baiser sur son front. « Demain, une autre belle journée nous attend. » Dans le couloir, il croisa Madame Élodie. « Elle dort » demanda-t-elle. « Oui, épuisée de bonheur » répondit-il en souriant. « Vous ne nous remercierez jamais assez pour tout ce que vous et Pierre avez fait pour nous » ajouta-t-il. Élodie secoua la tête. « Il n'y a rien à remercier. Le destin nous a réunis, peut-être pour réparer les erreurs du passé. Ou pour nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour changer. » Elle lui sourit, les yeux brillants. « Quand je vous ai vu dans ce parc, crier sur mon petit-fils, je me suis dit, il est comme sa mère. Dur. Froid. Arrogant. » Antoine acquiesça. « J'étais comme ça. Mais ensuite, j'ai vu votre fille sourire grâce à ce pain. Et là, tout a changé. Pierre a toujours eu tant à offrir, dit-elle fièrement. Pas des choses matérielles, non, mais la richesse du cœur. » Antoine regarda le sol, pensif. Une leçon difficile pour un homme qui a cru toute sa vie que l'argent pouvait tout réparer. Ils restèrent silencieux quelques instants. « Bonne nuit, Antoine » souffla Élodie en s'éloignant. « Demain sera un nouveau jour. » Un nouveau jour dans une nouvelle vie, murmura-t-il avec gratitude. Le lendemain, la maison s'éveilla dans une effervescence joyeuse. Pierre, comme toujours, fut le premier debout. Il courut jusqu'à la chambre de Sophie pour commencer la journée. La petite fille, décidée à marcher sans sa canne, le suivit avec une détermination touchante. Le petit déjeuner fut servi dehors, chose autrefois impensable. Claire était arrivée tôt avec des gâteaux encore tièdes. Daniel, c'était son dimanche de visite, avait apporté des jus de fruits frais. Antoine les regardait, le cœur débordant. Sa fille, rayonnante. Pierre, ce garçon qui avait tout changé. Claire, Daniel, Madame Élodie, toutes ces femmes devenues sa famille. « À quoi tu penses, papa » demanda Sophie, le tirant de ses pensées. Il la prit dans ses bras, l'embrassant tendrement. « Je pense à combien nous sommes bénis, ma chérie. Et à quel point la vie nous surprend parfois de façon magnifique. Comme quand Pierre m'a donné du pain, demanda-t-elle, toute simple. « Exactement » répondit Antoine. Il regarda Pierre, qui riait en dégustant un morceau de gâteau. Parfois, un geste tout simple peut tout changer. Et alors que le soleil caressait cette famille née du hasard, de la douleur et de l'amour, Antoine sut qu'il avait enfin trouvé ce qu'aucune richesse ne pouvait offrir. Le vrai sens de la famille, de l'acceptation et de l'amour inconditionnel.
Tout cela, grâce à un petit garçon et à un morceau de pain.